Ce mois d'août 1876, le soleil se lève doucement sur la petite ville de Carson City. Une journée suffocante s'annonce comme chaque été en bordure du grand désert américain. Willie, le maréchal Ferrand, est déjà à pied d'œuvre dans sa forge pour lancer le foyer en activant d'un seul bras l'immense soufflet. Jack passe son coup de balai matinal sur le passage en bois devant les portes de son saloon. Le vieux Gary fume déjà sa pipe dans son fauteuil à bascule, un peu plus loin, et lui adresse un signe de la main. Deux cavaliers entrent au galop dans la rue principale et s'arrêtent devant le vieil homme. Ils descendent de leurs chevaux et les attachent devant l'abreuvoir pour qu'ils se désaltèrent. Le vieux Gary leur sourit. Il est fier de ses deux fils, Aaron et Charlie, venus aux consignes avant d'aller récupérer le troupeau dans les parcs, dont l'herbe se fait rare. Les premières femmes font leur apparition et papotent, comme chaque matin. De la fenêtre de ma chambre, j'observe ce petit monde qui démarre et qui me met en joie. Carson City s'éveille. Je sors ma montre goussée, 6h30. « Tu es bientôt prête, ma chérie, la diligence sera là dans une demi-heure. » Jenny, mon épouse, sort du cabinet de toilette en apprêtant des deux mains ses cheveux qu'elle vient d'arranger. Elle a passé un corsage brodé vert pâle qui épouse parfaitement ses hanches et tombe sur une jupe crinoline de la même couleur. Je ne peux que m'extasier. « Tu es magnifique, ma chérie. »« Il s'agit de faire bonne impression devant le notaire, me répond-elle. Je suis prête. Veux-tu un café avant de partir ? Oui, merci. La route sera longue et il y aura peu d'arrêts. Mieux vaut prendre nos précautions. » Nous descendons dans la cuisine. Jenny s'arrête devant un panier en osier posé sur la table et dont elle soulève le couvercle. « Pour les précautions, c'est fait. Regarde, j'ai préparé un repas froid. » Je jette un œil à l'intérieur et souris. Avec ça, on a de quoi tenir une semaine. Et tu sais, notre voyage ne dure que 3 jours. Je sais, mais précaution oblige. On ne sait jamais. Je l'embrasse et nous dégustons le café qu'elle nous a servi dans 2 tasses en porcelaine blanche avec des fleurs roses pour motif. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour nous hériterions d'un ranch, me lance-t-elle. Moi non plus, c'est comme un rêve que je vis éveillé. Tu ne regretteras pas, Carson City ? Ta vie ici ? Tes amis ? Je m'approche d'elle, la prends par les épaules et plonge mon regard brillant dans le sien. Un ranch à moi, avec mes vaches. Tu te rends compte ? Fini le travail de simple vacher, je vais devenir propriétaire de mon troupeau. Tu comprends ce que cela signifie ? Je pourrais même embaucher des cow-boys si j'en ai envie. Une autre vie commence, ma chérie. Je regarde à nouveau ma montre goussée, 6h50. Bon, il est temps d'y aller. Un peu plus tard, Jenny et moi sommes assis sur une des banquettes de la diligence, face à un homme en redingote et coiffé d'un chapeau haute forme, sans doute un avocat, accompagné d'une femme qui doit être son épouse. C'est elle qui prend la parole en premier. Pourquoi un des 2 conducteurs est-il armé d'une Winchester ? Pour nous protéger, lui répond son mari en haussant les épaules. Mon Dieu, nous protéger ? Mais de quoi ? Je ne sais pas, des Indiens, je suppose. Je souris à sa réponse et me sens obligé d'intervenir. Pardonnez-moi, mais je pense qu'il n'y a pas de danger de ce côté-là. Une partie des Indiens de cette région a été répartie dans des réserves de l'État. Ceux qui ont refusé ont migré vers le Colorado et le Nebraska. Tu vois, dit l'homme à son épouse, nous n'avons rien à craindre. Ben alors, pourquoi a-t-il une Winchester ?
Le haut de forme soupire, me regarde en pinçant les lèvres. Je me sens à nouveau obligé de venir à son aide. Tous les conducteurs de diligence sont équipés ainsi, madame, et ça fait partie de la fonction. C'est aussi dans le règlement de la compagnie. Elle me sourit, visiblement satisfaite de mon explication. Son mari, soulagé, m'adresse un petit signe de la tête pour me remercier. Cela fait bien 3 heures que nous voyageons quand nous sentons progressivement la diligence ralentir puis s'immobiliser. « Nous sommes arrivés ?» demande la femme. Personne n'a le temps de lui répondre car la porte s'ouvre et le conducteur à la Winchester apparaît. « Nous faisons une pause pour l'attelage, messieurs, dames. Nous sommes près de la Little Blue River. Les chevaux vont pouvoir se désaltérer. » « Et nous aussi, par la même occasion, » dit le haut de forme ravi en sortant une bouteille de whisky d'une sacoche posée à ses côtés. « Excusez-moi, monsieur, mais à votre place, vu la chaleur qui d'ailleurs va s'amplifier aux alentours de midi, je ne boirai pas d'alcool. Je pense que de l'eau serait préférable. »« De l'eau ? Vous rigolez ou quoi? Vous voulez me rendre malade? Non, non, un petit verre de whisky me fera oublier la durée interminable de ce voyage. » Pardonnez-moi, mais il ne fait que commencer. Raison de plus. Le haut de forme dévisse le haut de la bouteille qui, retourné, s'avère être un petit gobelet dans lequel il se verse une petite rasade. « Vous en voulez, me demande-t-il ? » Non, 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 merci, je crois que je vais boire plutôt de l'eau. Monsieur a une détonation. L'homme à la Winchester s'écroule, les femmes hurlent de terreur. Second coup de feu. J'aperçois par une fenêtre le second conducteur qui s'occupait des chevaux s'effondrer également. Je n'ai pas le temps de dégainer mon colt, un cow-boy dont la moitié du visage est dissimulé par un foulard noué dans le cou, approche de la diligence sur son cheval. Parvenu à quelques mètres de nous, il en descend, un pistolet à la main qu'il braque sur nous. « Je vous conseille de ne pas faire d'histoire. Descendez !» Alors que nous sommes alignés face au cadavre du conducteur à la Winchester, il repère mon colt. « Toi !» me dit-il, « jette ton flingue !» Sans un mot et très calme, je défais la boucle de mon ceinturon et laisse tomber mon arme dans son étui devant lui. Sans me quitter des yeux, il l'envoie à plusieurs mètres d'un coup de botte. Puis, il ôte son chapeau et le tend à Jenny. Ses cheveux sont sales et collés par la transpiration sur son crâne dégarni. « Tenez, madame, et merci à vous tous de mettre tout ce qui vous appartient dans le chapeau que va vous présenter madame. Surtout vos bijoux et votre argent. Et n'essayez pas de me gruger. » Alors que le haut de forme s'apprête à sortir son portefeuille d'une poche intérieure de sa redingote, je le vois dégainer un petit revolver qui n'a même pas le temps de braquer sur le bandit plus rapide que lui. Atteint d'une balle dans l'abdomen, le haut de forme s'affaisse en grimaçant et sa femme se jette sur lui en hurlant. Le bandit énervé la relève d'un bras et c'est à cet instant que je me souviens du poignard attaché à ma jambe. « Excusez-moi, monsieur, dis-je, cet homme est blessé. Me permettez-vous de lui venir en aide, et sinon il va mourir ?» Le bandit vient vers moi et me fouille pour vérifier que je n'ai pas un autre revolver sur moi. Un moment, je crains qu'il palpe mes jambes. Il n'y pense même pas. « Vas-y, mais pas d'entourloupe, hein ? Continuez à garnir mon chapeau, mesdames, vous serez gentils. » Agenouillé près du haut de forme blessé, je déboutonne son gilet souillé de sang, tire la chemise de son pantalon et découvre la blessure. La balle a perforé l'abdomen et le sang s'écoule en abondance. Alors que je sors un mouchoir propre que j'utilise pour nettoyer la plaie, je m'aperçois que le bandit me tourne le dos pour regarder le contenu de son chapeau que vient de lui rendre Jenny. Sans me poser de questions, je soulève la jambe de mon pantalon pour découvrir mon poignard attaché à mon mollet. Je l'extrais en douceur de ses sangles, ma main enveloppe le manche. Je me redresse lentement et avance vers l'homme à 2 mètres de moi, toujours de dos.
Parvenu à 50 centimètres, le bandit doit voir que Jenny porte les yeux sur moi, car il se retourne brutalement, son pistolet à la main. Avant qu'il tire, je me jette sur lui sans hésiter et lui plonge la lame de mon poignard dans le ventre. Ses yeux s'écarquillent de surprise. Puis il s'écroule contre moi, me faisant perdre l'équilibre. Je tombe sur le dos avec son corps en travers du mien, et là, je sens. Je devine le sang qui s'écoule de l'entaille que je lui ai faite. Je me sens de plus en plus imbibé. Je veux repousser le corps, mais il est très lourd. Ça coule sur moi, autour de moi, sous moi. Il y en a partout, je ferme les yeux. J'ouvre les yeux. Je suis hagard, trempé. J'ai 10 ans. Je suis dans mon lit. Hébété, je regarde la couverture des livres ouverts devant moi. Kit Carson, Buffalo Bill, Rodeo, Texton. Et je vois la bouillotte entre mes mains. Mince, voilà pourquoi je suis mouillé. J'appelle ma mère, constatant le désastre. Elle me croit quand je lui dis que si je suis mouillé, c'est parce que la bouillotte, elle fuit. Mon père, lui, par contre, est très observateur. Il n'est pas dupe. Il comprend immédiatement que la bouillotte en caoutchouc a été percée d'un coup de coupe-papier.